L'horreur cosmique. Ce genre littéraire s'est exprimé à travers la plume de Howard Philip Lovecraft. Cthulhu, Yog-Sothoth, Azathoth ou encore Dagon. Tant de créatures dont Lovecraft avait dépeint les caractéristiques à travers ses nombreux romans et nouvelles. Puis bien que certains gribouillages de ces créatures aient été dessinés de la main de l'écrivain lui-même, Lovecraft n'était pas connu pour fournir des descriptions exhaustives ou réalistes dans ses récits. Au contraire, il adoptait une approche volontairement vague et suggestive pour décrire ces monstres, jouant avec ses lecteurs en essayant de leur faire imaginer l'inimaginable. Cependant, de nombreux artistes fascinés par la richesse et l'étrangeté des mythes de Lovecraft ont commencé à s'en emparer pour les réinventer à leur manière. Peintres, écrivains, cinéastes et illustrateurs ont puisé dans cet univers d'horreur cosmique, chacun y apportant sa vision personnelle. Que ce soit à travers des représentations visuelles saisissantes, des récits dérivés ou des adaptations audacieuses, transformant ainsi les terreurs indicibles de l'auteur en œuvre unique, qui oscille entre hommage et réinterprétation. Parmi ces artistes, il existait un mangaka qui peinait à faire décoller sa carrière, Gutanabe. Gutanabe traversait une période sombre, doutant de son talent et cherchant désespérément une voie pour exprimer sa vision. Tout changea lorsqu'un jour, sur les conseils de son éditeur, il découvrit les écrits Lovecraftiens. Il fut immédiatement frappé par la manière dont les personnages, confrontés à l'horreur cosmique, perdaient tout espoir. Un désespoir qui faisait étrangement écho à son propre état d'esprit à cette époque. C'était décidé, Gutanabe allait dessiner l'inimaginable. Remontant le temps jusqu'en 1975, à Tokyo, Gutanabe naît dans une ville où le rêve de devenir mangaka est aussi grand que la concurrence présente. Dans les années 90 et début 2000, il n'est encore qu'un jeune dessinateur parmi des milliers. Un gars discret qui aime gribouiller mais qui n'a pas encore trouvé son truc. En 2002, il tente sa chance avec Nijoro Konin, une adaptation d'une nouvelle de Maxime Gorky. L'année d'après, en 2003, il remporte le prix Shiki avec Tsunakishi, publié dans Afternoon. Ça y est, il met un pied dans le milieu. Mais ne vous y trompez pas, Tanabe n'est pas encore le nom sur toutes les lèvres. Il bosse dur, affine son style, sombre et détaillé, mais reste dans l'ombre. Vers 2005, les choses se corsent. Tanabe stagne et le doute s'installe. Inventer des histoires originales, pas son fort. Il l'avoue lui-même. Il traverse alors une période noire, presque de vide créatif. Ses dessins sont précis, intenses, mais il manque quelque chose. Une étincelle, une direction. Et il est à deux doigts de se perdre dans la masse des mangaka oubliés. Et pourtant, comme un coup du destin, les récits de Lovecraft lui arrivent entre les mains. Il voyait dans ses livres un moyen de retranscrire l'abîme qu'il vivait à ce moment-là. Et il décela le potentiel de ses livres. Il commence intelligemment avec un essai de quelques pages, The Outsider. Une histoire qui compte les aventures d'un narrateur solitaire et sans nom qui vit dans un château sombre et isolé, entouré de ténèbres et de souvenirs flous, sans jamais avoir vu le soleil ni d'autres êtres humains. Poussé par un désir ardent de découvrir le monde extérieur, il entreprend une ascension périlleuse à travers une tour en ruine, pour finalement émerger dans un paysage étrange et lumineux. Là, il assiste à une fête, mais lorsqu'il s'approche, les invités fuient en hurlant devant une créature monstrueuse qu'il ne voit pas tout de suite. Mais en touchant un miroir, il découvre avec horreur qu'il est en réalité une abomination, un être grotesque et inhumain, condamné à une existence d'exclusion éternelle. Bien que cette nouvelle soit assez simple, il y avait un enjeu de taille. En lisant la nouvelle, on remarque qu'aucune description physique précise du personnage n'est donnée. Seules ses perceptions de lui-même sont révélées. Le narrateur sait à quoi ressemblent les humains grâce aux livres qui l'entourent. Il s'identifie aux figures juvéniles qu'il voit dessinées dans ses recueils. Gutanabe, connaissant la chute de la nouvelle, ne pouvait pas gâcher l'effet de surprise en dessinant la créature dès les premières pages. C'est pourquoi il a dessiné ce personnage selon la perception qu'il avait de lui-même. Il l'a dessiné jeune, pour ensuite nous révéler sa vraie nature plus tard. Pour ma part, j'ai également apprécié l'adaptation en une page de Patrick Dean, un cartooniste américain qui lui a pris le parti de montrer uniquement la silhouette du personnage pour ensuite révéler sa véritable nature à travers le miroir. Ces prises de décision illustrent bien les enjeux que ça implique d'adapter du Lovecraft. Ça implique en effet qu'il faudra trouver un juste milieu, en illustrant des éléments qui ont de base été créés pour prendre forme dans la tête des lecteurs. Avec The Outsider, on découvre également que le style de Gutanabe s'adapte plutôt bien aux écrits de Lovecraft. Ses traits sombres et détaillés permettent de créer une ambiance horrifique. De plus, on voit qu'il maîtrise les codes des mangas d'horreur, comme par exemple en assurant de dévoiler la réelle nature de la créature au moment de tourner la page, afin que l'on ait un effet de surprise. Pour une première adaptation, il s'en sort plutôt bien. Il faut dire qu'il est habitué à cet exercice, car ce n'est ni sa première adaptation d'une nouvelle, ni son premier contact avec l'horreur. La même année, il a dessiné La Maison à Mezzanine, adaptée de la nouvelle d'Anton Tchekhov. Puis il a également sorti l'une de ses propres créations, Juga,
qui a connu un petit succès. Cependant, adapter une nouvelle de quelques pages n'est pas comparable à l'adaptation d'un roman entier. Pour Tanabe, dessiner Lovecraft est néanmoins devenu un défi à la fois personnel et artistique, qu'il décrit comme gravir une montagne pas à pas. Une montagne qui se prépare justement à gravir. En effet, cette expression prendra tout son sens avec son adaptation des Montagnes hallucinées, qui est considérée pour beaucoup comme l'œuvre la plus aboutie de l'écrivain. L'histoire suit une expédition scientifique en Antarctique, dirigée par le géologue William Dyer. Ils découvriront lors de cette aventure des ruines cyclopéennes et des fossiles d'entités extraterrestres. Les Anciens, témoignant d'une civilisation disparue d'une ancienneté inimaginable. L'origine de ce récit prend naissance en 1936. Date à prendre en compte puisque les expéditions sur le continent austral étaient encore rares. Il y avait bien eu récemment l'expédition Endurance, menée par Ernest Shackleton, entre 1914 et 1917, qui visait à traverser l'Antarctique à pied, mais qui échoua lorsque le navire Endurance fut emprisonné puis détruit par la glace, forçant l'équipage à une survie héroïque en puisant dans les réserves et en chassant des phoques. Donc quand Lovecraft développe son récit, il joue sur la méconnaissance de ce continent qui laisse place à l'imagination. C'est ainsi qu'il développera une civilisation complexe, florissante des siècles plus tôt, mais qui avait sombré dans l'oubli et l'effondrement. On découvrira ces fameux anciens en 2 temps. D'abord avec une petite partie de l'expédition qui découvrira les traces de cette civilisation figée par la glace. Accompagnés de biologistes, leur premier réflexe sera de prélever des spécimens afin de les disséquer pour mieux comprendre ces créatures difformes. Il est captivant d'observer la manière dont les anciens sont représentés par les artistes, oscillant entre originalité et conventions récurrentes, comme cette tête caractéristique en forme d'étoile, une paire d'ailes membraneuses et bien sûr l'inévitable profusion de tentacules. L'interprétation de ces créatures par Watanabe est très conventionnelle. Cependant, on a une structure beaucoup moins maléfique, on pourrait même dire plus réaliste. Bon, puis ce groupe de biologistes, ils ramènent ces nouvelles espèces dans leur petite tente. Ils préviennent aussitôt le camp de base pour annoncer cette nouvelle qui propulsera cette expédition au rang d'expédition mythique de l'humanité, mais malheureusement ce sera leur dernier point de contact. Le soir, une tempête violente s'abat sur le camp. Le lendemain, le corps de l'expédition qui était resté de l'autre côté de la chaîne de montagne n'arrive plus à contacter ces fameux aventuriers, et décide donc d'aller les retrouver pour s'assurer qu'ils sont encore vivants. Mais ils sont loin de s'imaginer ce qu'ils vont retrouver sur place. Voici les propos recueillis du chef d'expédition. La suprême anomalie, c'était bien sûr l'état des corps des hommes comme des chiens. Ils avaient tous affronté quelques effroyables combats, étant déchirés et mutilés de façon abominable et tout à fait incompréhensible. La mort, autant qu'on en pouvait juger, avait été causée chaque fois par strangulation ou lacération. Watanabe arrive parfaitement à retranscrire l'horreur de cette scène. Premièrement, avec la disposition des corps accrochés à la tente. La scène prend une dimension encore plus horrifique quand on comprend que ce n'est pas la tempête qui les a tués. D'ailleurs, ce passage, Watanabe a pris l'initiative de nous en dévoiler un aperçu au début de son manga, alors que dans le récit original, l'histoire commence avant même l'expédition. Cette liberté créative qu'a pris Watanabe a pour intérêt de piquer la curiosité du lecteur dès les premiers instants, en plus de nous mettre en garde sur le récit qu'on va lire. Car n'ayant pas le contexte, la scène devient encore plus mystérieuse. D'ailleurs, toujours dans ses premières pages, j'aime beaucoup sa façon de représenter ces fameuses chaînes de montagnes. On voit tout d'abord le visage horrifié des aventuriers pour ensuite tourner la page, et l'on voit ensuite un vaste amas de montagnes, dont les sommets sont plongés dans les ténèbres. Page suivante, encore une double page, on prend de la hauteur et on distingue plusieurs montagnes dont la noirceur leur donne un aspect irréel. À cela, on ajoute des silhouettes de sommets beaucoup trop pointues et nombreuses pour être naturelles. Et l'on conclut cette scène sur une image de l'Antarctique depuis l'espace, nous rappelant la dimension cosmique du récit. Cette façon de poser l'ambiance du récit est selon moi le point fort de Watanabe. Il arrive à nous immerger dans l'histoire grâce à son style de dessin un peu particulier. Il est vrai que les propositions graphiques de Watanabe sont vraiment différentes de ce que l'on retrouve dans les mangas en général. Puis même quand on s'attarde sur d'autres mangas d'horreur, on a du mal à trouver des traits similaires. En réalité, les dessins de Watanabe se rapprochent plus de la bande dessinée occidentale. Les personnages qu'il dessine sont très similaires aux personnages de bande dessinée franco-belge par exemple. Pour ce qui est du découpage, il reste très conventionnel. On est loin des compositions dynamiques que l'on peut retrouver dans les mangas modernes, à la Dan Dadan par exemple. Non, ce qui nous rappelle que les œuvres de Watanabe sont avant tout des mangas, c'est bien sûr sa maîtrise des contrastes entre le noir et le blanc. Il est impressionnant de voir comment le mangaka parvient à insuffler autant de textures avec une palette de couleurs aussi réduite. Ses planches sont aussi très détaillées. De l'architecture à la terre, en passant par les arêtes des montagnes, on voit que le mangaka apporte un soin particulier à ces scènes.
si bien que certaines doubles pages s'apparentent à de véritables tableaux. Cette maîtrise du trait et des nuances, combinée à la folie et l'horreur, me font fortement penser aux œuvres de Gustave Doré, qui excellait dans l'art de capturer des scènes épiques et fantastiques, où chaque ligne et chaque texture, des visages tourmentés aux paysages tourbillonnants, semblent vibrer d'émotion. Il est donc dommage de voir que le mangaka se rabaisse régulièrement en interview, disant qu'il n'est pas vraiment un bon mangaka, et que sans ses adaptations de Lovecraft, sa carrière n'aurait probablement jamais évolué. Bien qu'il ait sûrement raison sur ce deuxième point, je trouve néanmoins que ses qualités de mangaka ne sont en aucun cas à remettre en cause. Sa façon de retranscrire les créatures imaginées par Lovecraft est tout simplement impressionnante. On ne peut qu'être impressionné par la richesse des détails et la composition de ces monstres. Il est aussi impressionnant de voir la façon dont ces monstres gardent une certaine cohérence, et que même si leurs origines sont différentes, on comprend qu'ils font partie d'un tout. Cette richesse imaginative qui unifie les créatures dans un univers commun prend une dimension particulière quand on considère que Lovecraft n'a laissé que très peu d'illustrations de ses créations. Par exemple ici, on peut voir son unique dessin de Cthulhu, qu'il avait simplement crayonné pour une lettre. Malgré cette maigre présence de matériel illustré, cela n'a pas empêché les artistes de s'approprier les mythes et les légendes de Lovecraft, qui font maintenant partie intégrante de la pop culture. On peut citer le travail de l'auteur et illustrateur Mike Mignola, qui dans les comics Hellboy introduira les Ogdru Jahad, des entités titanesques, emprisonnées, qui évoquent les grands anciens de Lovecraft. On retrouve également tout au long de ces récits des références plus directes au père de l'horreur cosmique. Puis il dessina également des illustrations de Cthulhu ou encore de Lovecraft lui-même. Personnellement, mon premier contact avec l'univers de Lovecraft se fut à travers une extension du jeu de cartes Hearthstone, les murmures des dieux très anciens. Dans cette extension, les illustrateurs et les game masters se sont amusés à revisiter les créatures de Lovecraft en créant des cartes portant des noms faisant fortement écho à Cthulhu ou encore Yog-Sothoth. Pour des cartes plus communes, ils ont créé tout un pan de personnages corrompus par ces dieux très anciens, laissant apparaître des signes d'infection. On retrouvera plus globalement des tentacules et des yeux sur de nombreuses illustrations, renforçant les tendances corruptibles de ces monstres. Dans un tout autre registre, on peut aussi admirer le caractère plus réaliste que l'artiste François Baranger apporte à ses illustrations. Son style donne une toute autre dimension au mythe de Lovecraft. Souvent teinté de bleu, ses œuvres apportent un aspect plus froid, mais également rationnel aux monstres et à l'environnement, nous laissant penser que ces mythes existent vraiment. Je cite ici volontairement qu'une partie des artistes qui ont pu être inspirés par la mythologie Lovecraftienne. Je le fais également pour que vous compreniez que même si Gutanabe doit adapter uniquement du texte, on ne peut pas omettre que les écrits de Lovecraft ont été un bon nombre de fois illustrés, et qu'il existe finalement un imaginaire collectif commun. Pourtant, ça ne lui empêchera pas de trouver sa propre touche, qui le distingue des autres, notamment quand il dessine des monstres. Pour ce faire, il ira s'inspirer d'autres créateurs japonais, à commencer par Yasushi Nirazawa, connu pour ses dessins de monstres dans Kamen Rider ou Gamera. Il y aura aussi Takeya Takayuki, réputé pour ses figurines complexes et ses collaborations pour des projets comme Godzilla. En combinant ces inspirations, les monstres de Gutanabe gardent une cohérence à travers le récit, en plus de leur donner un petit côté kaiju, lui permettant de se démarquer des autres artistes. Pour autant, son Cthulhu, lui, au vu de la dimension populaire de la créature, sera assez conventionnel par rapport à l'imaginaire collectif. Faut dire aussi que c'est l'une des seules créatures qui a été illustrée par les mains de Lovecraft lui-même, donc il est difficile de prendre beaucoup de liberté créative. J'aimerais également souligner le travail de réécriture que peut demander les adaptations des récits de Lovecraft, car c'est un point non négligeable. Il faut savoir que ces récits n'ont pas de dialogue. La plupart du temps, on suit le cours de l'histoire à travers les pensées des personnages principaux. Il y a donc un gros travail à faire au niveau du scénario, afin de séquencer l'histoire sous forme de dialogue ainsi que de moments d'introspection des personnages. Il faut également savoir réarranger l'ordre de certains passages ou encore passer quelques scènes sous silence pour adapter l'histoire au format séquentiel, tout en gardant l'essence du récit. Il est donc important de comprendre que le travail de Gutanabe ne s'arrête pas uniquement à la représentation graphique, car finalement c'est tout le scénario qui doit être revu et adapté. Et sur ce point, désolé, mais j'ai jamais su lire un roman de Lovecraft dans son intégralité. Donc je peux pas dire si le mangaka fait un bon travail de réinterprétation. Par contre, ayant essayé de lire du Lovecraft et m'étant confronté au manque d'accessibilité de ses livres, je suis bien content d'avoir à disposition le travail de ce mangaka pour découvrir des pièces littéraires importantes de notre culture moderne. Mais bon, il faut être honnête, l'art de Gutanabe n'est pas exempté de défauts. Et là où ça coince le plus pour moi, c'est sur le caractère design de ses personnages.
En effet, les personnages des mangas de Gutanabe ont zéro charisme. Ils sont froids et peu expressifs et on dirait qu'ils sont tout le temps coincés. Par exemple, dans le dernier tome de l'Abomination de Dunwich, on a tout un rassemblement entre plusieurs personnages. Et je me souviens lors de ma lecture qu'il était très difficile pour moi de les distinguer, tant ils se ressemblaient tous. Après, on pourrait dire que le manque d'inspiration visuelle sur ces personnages est fait pour mettre l'accent sur les créatures, qui elles, faut se le dire, ne manquent pas de détails. Mais à ça, j'ai envie de répondre que quand on parle de manga, et même de bande dessinée en général, les expressions des personnages sont très importantes pour transmettre des émotions. C'est donc très dommageable que dans des récits horrifiques, on passe à côté de cette opportunité de nous transmettre la terreur que peuvent vivre les personnages. Bon, maintenant parlons un peu du futur du mangaka. Cela fait environ 18 ans que Gutanabe adapte les romans et nouvelles de Lovecraft en manga. Il progresse à un rythme d'environ une adaptation par an, et il est probable qu'il ne s'arrête pas après sa prochaine adaptation, qui sera Randolph Carter. Il lui manque en effet quelques récits à son tableau de chasse. À ce jour, des œuvres comme Le modèle de Pickman ou encore La quête onirique de Kadat l'inconnu figurent parmi les récits notables que Gutanabe n'a pas encore adaptés. Pour autant, je ne vois pas le mangaka dépeindre cet univers à l'infini. Je pense même qu'il pourrait à l'avenir adapter d'autres monuments de la littérature, comme par exemple les œuvres de Stephen King. Bon, j'imagine qu'au niveau des droits, c'est assez différent de Lovecraft, car c'est plus récent et que Stephen King est toujours en vie, mais qui sait. Aussi, il pourrait adapter des œuvres de célèbres auteurs japonais. Dans ce registre, Edogawa Rampo semble être une cible de choix, puisqu'il compte énormément d'œuvres à son actif, et bien qu'elles soient majoritairement orientées vers le roman policier, cela pourrait être une opportunité pour Gutanabe de renouveler son style. Gutanabe est vraiment un mangaka à part, qui a réussi à se démarquer en grande partie grâce au travail d'un autre. Pour autant, on peut lui reconnaître son incroyable humilité, car là où beaucoup d'artistes se seraient bornés et auraient continué à développer des histoires sans succès, Gutanabe lui a identifié ses forces et ses faiblesses afin de prendre les meilleures décisions pour sa carrière. Cependant, j'espère qu'à l'avenir, il deviendra bien plus que le mangaka qui dessine du Lovecraft, qu'il réussira à développer ses propres histoires et qu'il sera reconnu pour ça.